Bonjour à tous, mon nom est Dave Casey, je suis le fondateur du Cercle de leaders de l'innovation. Dans cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos en lien avec notre thématique 2024 de notre réseau qui portait sur mettre en œuvre un ambitieux programme d'innovation. Plus précisément, dans cette vidéo, on va regarder l'écosystème du programme, c'est-à-dire comment on optimise cet écosystème spécifiquement en lien avec notre programme pour être beaucoup plus performant dans l'exécution du programme. Fait que, essentiellement, si on regarde l'écosystème ou la façon d'optimiser, il y a quelques étapes. En fait, il y en a 4. La première et la deuxième étape, c'est vraiment cartographier son écosystème actuel. Et par la suite, de réellement chercher à vouloir quantifier et optimiser cet écosystème. Et puis, certains vont faire leur écosystème sur leur organisation au complet. Mais dans bien des cas, la problématique qu'on a, c'est que quand on prend l'écosystème sur l'ensemble de l'organisation, l'écosystème devient beaucoup trop gros et beaucoup trop dilué. Lorsqu'on regarde l'écosystème spécifiquement sur un programme, sachant qu'un programme, on va vouloir focaliser sur une vision sur plusieurs années, ça vaut réellement la peine de travailler à avoir ou à optimiser cet écosystème parce qu'on va en profiter quand même passablement longtemps. Fait que regardons les deux façons d'optimiser, ou en fait les deux grands blocs. D'abord, le qualitatif et le quantitatif. Fait qu'on va recommencer par le qualitatif, qui est réellement l'aspect plus visuel de son écosystème. Mais parlons d'abord un écosystème. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'écosystème? D'abord, on va parler de l'écosystème interne de l'organisation. On va parler des professionnels de l'innovation. Par la suite, on va aborder les fonctions opérationnelles pour ensuite parler de l'équipe de direction ou en fait des dirigeants de l'organisation. Fait que, allons voir les professionnels de l'innovation. Qui sont-ils? Ce sont essentiellement le personnel de la recherche et développement, des techniciens de recherche et développement, ça pourrait être les marketeurs ou les chefs de produits ou en fait les gens associés ça peut être d'autres fonctions, mais la caractéristique, c'est qu'on trouve les gens qui consacrent quand même au moins 50% de leur temps à l'innovation. C'est les gens que lorsqu'ils se lèvent le matin pour aller travailler, innover, c'est leur priorité. C'est les gens qui, à la fin de la semaine, si leur projet d'innovation n'a pas avancé, essentiellement, ils n'ont pas accompli leur mission. Par la suite, il y a des rôles de soutien, qui sont souvent beaucoup plus opérationnels. Par exemple, pour un manufacturier, ça pourrait être les directeurs d'usine, les coordonnateurs de qualité, les représentants aux ventes. Fait que c'est des gens et autres. Fait que dans le cadre du programme, on va retrouver, c'est des gens qui vont passer moins de 20% de leur temps. Dans certains cas, ça peut être quand même beaucoup moins que ça. Mais il faut faire attention. On ne cherche pas à avoir dans un programme des gens qui vont consacrer 2-3% de leur temps parce que dans les faits, des fois, ils sont plus nuisibles qu'utiles. Là, parce qu'il faut les garder au courant, parce qu'on considère qu'ils sont dans le programme, mais dans les faits, ils ne contribuent pas. Je fais une distinction ici à aller consulter quelqu'un à l'occasion. Pour moi, lorsqu'on va consulter quelqu'un parce qu'il a une expertise particulière, il fait pas partie de l'équipe programme. Par la suite, l'équipe de gestion, on peut parler ici notamment, par exemple, dans une organisation qui soit de plus petite taille, fait que la direction générale, les directions financières, les opérations, les actionnaires, et ça peut prendre dans une plus grande organisation, des fois on peut parler de vice-président, des directeurs. Fait que c'est des gens qui, de façon générale, ne sont pas très actifs dans le programme, mais peuvent contribuer énormément. On parle dans bien des cas, là, moins de 5 à 10%. Des fois, ils vont avoir un rôle de sponsor au niveau du programme. Fait que on va regarder aussi les écosystèmes externes. Il y a l'écosystème d'abord externe rapproché et on va avoir aussi un externe un peu plus éloigné. Mais regardons les outils. Fait que ça peut vous inspirer, vous pouvez concevoir vos propres outils. Mais si vous souhaitez avoir les outils qui sont dans ce document, essentiellement, juste nous écrire une note, ça va nous faire plaisir de vous les envoyer. Et lorsqu'on parle d'outils, on va parler du modèle Virus qui était quand même assez populaire pour concevoir un écosystème. Fait que si on regarde finalement dans ce cas-ci, j'aurais mis les fournisseurs, les centres de recherche, les clients, les partenaires, et par la suite, je serais venu les mettre
autour, là, finalement, de ces différents pôles. Fait qu'on va retrouver que plus la ligne elle est loin, ben, éloignée, on peut voir, par exemple, le fournisseur 2 ici, ben, cette longue ligne fait qu'il est probablement un externe un peu plus éloigné, et puis on voit le fournisseur 1 qui est très, très proche de nous, et on va parler ici d'un externe qui est beaucoup plus rapproché. La problématique du système virus au niveau là, de l'écosystème, c'est que ça se travaille pas tellement bien. Par la suite, ben, il y a un système un peu plus qu'on va parler plutôt un système dit solaire. Fait qu'on a l'interne, l'externe rapproché, externe étendu. Fait que, et ce qui est intéressant dans le système solaire, c'est qu'on peut faire les contributeurs qui sont actuellement effectifs, là, qui font partie de notre d'un écosystème, puis on peut mettre les potentiels. Et par la suite, on peut même séparer de ceux qui vont travailler à créer de la valeur, c'est-à-dire à développer l'innovation. Par la suite, ceux qui vont travailler à livrer la valeur, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à produire et à livrer l'innovation lorsqu'elle est développée. Exemple, là, les gens plutôt au niveau des opérations, les gens des ventes, et puis tandis que les gens d'R&D, ben, seraient plutôt dans la création de la valeur. Et puis, bon, fait que ce système solaire est beaucoup plus performant, beaucoup plus utile à mon avis. La problématique, c'est qu'un rond, c'est pas très optimal. Fait qu'on peut écraser finalement et faire le même approche, mais dans une dynamique avec lesquelles là, qu'on a beaucoup plus des rectangles qui représentent quand même notre système solaire avec une optimisation optimale là, de l'espace. Fait que vous voyez que vous avez les professionnels dans l'innovation au centre, vous avez l'interne aussi qui les vendent les opérations, mais qui ne sont pas des professionnels d'innovation, c'est-à-dire que c'est pas dans leur objectif premier d'innover. Par la suite, on a des externes rapprochés qui sont un peu plus ce qu'on va appeler des partenaires et les externes étendus. Dans les externes rapprochés, ben, on va retrouver des gens qui seraient au courant, finalement, de notre programme d'innovation. On va leur avoir présenté, on va leur partager notre vision, tandis que les externes étendus, ben, on va plutôt les solliciter clients fournisseurs à l'occasion, puis on n'a pas d'attente qui ont une contribution proactive au programme, tandis que les externes rapprochés, les partenaires, ben, on leur communique le programme et on leur dit, ben maintenant que tu es au courant où on va aller, si tu vois des choses passer qui pourraient nous intéresser, ben on a une attente que tu nous fournisses. Et fait qu'on peut évaluer qualitativement et optimiser l'écosystème à partir de cette évaluation. Fait que regardons les différentes étapes. D'abord, cartographie, on vient de le faire. Et puis, lorsqu'on a cartographié, ben on valide avec ses pairs. Et puis, fait qu'on a ici un bel exemple là tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est par la suite, il associe des codes de couleurs, vert, orange et rouge. Fait que si vous regardez, c'est quoi ces codes de couleurs? Ben, le vert, c'est que c'est un contributeur qui, à mon sens, serait optimisé. Ça veut dire qu'on considère que dans le programme, il consacre le temps, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire, il sait comment l'exécuter, et puis on considère que ben, c'est quand même difficile d'aller chercher plus. Bon, il y en a des fois qui me disent, est-ce que ça pourrait devenir un vert foncé? Ben oui, mais des fois, là, il y a une courbe de rendement décroissant qui fait que c'est un peu plus difficile. Par la suite, il y a des oranges. C'est des contributeurs qui sont pas pleinement optimisés. C'est-à-dire que peut-être qu'ils consacrent du temps, mais on pense qu'ils pourraient y consacrer plus. Peut-être qu'on considère qu'on n'a peut-être pas tout à fait bien informé sur ce qu'on va faire, on pourrait améliorer. Fait que les oranges sont souvent des gains assez faciles à aller chercher. Et les rouges, c'est les contributeurs qui sont carrément sous-optimisés. Fait que on leur a pas délégué du travail. Dans les faits, ils n'ont pas compris l'importance du programme, fait qu'ils se présentent pas au projet, aux revues là, de programme ou par exemple à des revues de conception. Fait que là, il faudrait aller les encourager, il faudrait négocier politiquement pour aller chercher leur temps. Fait que vous voyez un peu le cas de figure. Fait que ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on peut associer ces couleurs à notre écosystème. Fait que vous voyez que les verts, les concepteurs industriels ou des designers industriels, experts techniques, chefs de produits, et on voit finalement là les autres fonctions. Fait que dans l'optimisation, ben où qu'on peut optimiser, on parlait tout à fait les verts, par exemple. Ben les verts, on peut les rendre un peu plus vert foncé, mais c'est un peu plus difficile, un peu plus un défi. Mais c'est intéressant de regarder, est-ce que j'ai réussi finalement à en avoir? On voit par exemple dans ce cadre de ce programme, il y a un client, le client A,
qui est un client près de nous et qui va peut-être être le client pilote au début et peut-être même aussi un client qu'on va utiliser comme modèle lorsqu'on va vouloir commercialiser et communiquer l'innovation. Il faut juste faire attention de pas développer spécifiquement pour ce client parce qu'il est peut-être pas représentatif du marché, surtout que les clients qui ont souvent un enthousiasme à participer à l'innovation, ça peut être des grands utilisateurs qui sont beaucoup plus utilisateurs que finalement la moyenne du segment qu'on cible. Par la suite, les oranges, c'est ceux-ci que vous pouvez obtenir plus de gains avec un effort raisonnable. Et l'objectif, c'est comment je pourrais transformer en orange pour l'amener pour devenir un vert. Fait que c'est là que vous pouvez avoir le plus de gains, à mon avis. Ce sont des gens qui sont déjà engagés au niveau du programme, mais souvent de fois, il y a une mécompréhension de ce qu'on va faire. Ils consacrent du temps, mais peut-être pas assez, puis ça serait possible, probablement d'en consacrer plus. Et puis, par la suite, il y a, puis vous voyez ici, là, on aurait pu aller chercher un fournisseur, le fournisseur A, pour le transformer en vert. Par la suite, regardons les verts, excusez-moi, les rouges. Les rouges, c'est les gens qui réellement là, contribuent peu, mais ils sont dans l'équipe programme, par exemple les ventes. Et puis, fait que prendre un orange et l'amener en vert, à mon sens, c'est beaucoup plus accessible. Prendre un rouge et l'amener en vert, il y a comme plusieurs étapes. Peut-être qu'on peut minimalement essayer de prendre un rouge, passer de l'amener en orange. Exemple, les ventes. Dans ce cas-ci, dans notre programme d'innovation, les ventes sont bien qu'on a quelqu'un qui nous est assigné, il consacre très peu de temps et est très peu présent. Fait que, il faudrait s'attaquer à cette situation et puis l'encourager, voire même peut-être trouver une autre personne. Mais est-ce que vous allez passer du rouge au vert? Là, la marche est beaucoup plus haute, mais évidemment, si un rouge, il faut s'y attaquer. Fait qu'on voit ici les installations d'essai pour des tests, par exemple, là, qu'on n'aurait pas du tout impliqué ou qu'on aurait commencé à impliquer, mais on a de la difficulté à avoir des retours, difficulté dans la collaboration. Lorsque vous êtes en externe, surtout externe étendu, parce qu'on est dans une relation client-fournisseur, c'est souvent changé carrément là, de prestataire de service. Et puis, par la suite, fait que vous avez fait l'étape 1, cartographier, évaluer qualitativement avec les couleurs. Là, on va vouloir développer cet écosystème et puis fait que pour y arriver, on va voir est-ce qu'on peut ajouter des joueurs, est-ce qu'on peut et là on les indique en bleu. Bleu veut dire aujourd'hui ils ne collaborent pas et puis on aimerait les avoir. Exemple là, vous voyez le client C, j'avais mis en garde de n'avoir qu'un seul client. Fait qu'un client C par exemple, peut-être le client B aussi qui pourrait faire partie. Fait que finalement, vous êtes rendu avec 3 clients qui commencent déjà à être beaucoup plus représentatifs là, de segment. On voit ici là, qu'on pourrait aussi rajouter ces joueurs-ci qui nous permettraient finalement là, d'optimiser cet écosystème et surtout de le rendre plus riche. Et puis, fait que quand on a développé un écosystème, par la suite, on va chercher à vouloir concentrer les efforts. Fait qu'essentiellement, un enjeu qu'il y a dans beaucoup de programmes, c'est qu'il y a trop de gens. Fait qu'il faut chercher à avoir peut-être moins de gens et les gens y consacrent un peu plus d'efforts. Mais à partir des gens que vous avez identifiés dans votre écosystème, ou en fait les différents acteurs, les différentes organisations, les différentes fonctions, vous ne pourrez pas optimiser tout. L'arrêt du pouce, c'est à peu près, il y a peut-être un tiers que vous allez chercher à vouloir optimiser. Fait qu'essentiellement, si je m'en viens ici et je regarde au niveau de la présentation, on va avoir je vais choisir par exemple les concepteurs industrie. En fait, je vais toujours vouloir optimiser d'abord et avant tout les professionnels de l'innovation. C'est vraiment, en fait, si vous regardez votre système solaire, c'est un peu le soleil du système solaire. En fait, c'est la masse qui fait que, pour ceux qui se rappellent de leur physique, c'est la masse qui fait que finalement, là, les astres tournent autour. Fait que si vos professionnels d'innovation sont sous-optimisés, ça va être difficile finalement d'optimiser le reste de l'écosystème. Fait que gardez en tête, par exemple, que si vous avez
convaincu un fournisseur de vous aider davantage et qui vous envoie des échantillons et vos projets d'innovation ne font pas de retour au fournisseur, ils prennent énormément de temps à donner une rétroaction, le fournisseur va être beaucoup moins enclin à supporter dans le futur. Et puis, même chose, un client vous demande à collaborer, puis finalement, il vous demande des choses, puis vous ne livrez pas. Fait que les professionnels d'innovation, là, c'est la clé de l'écosystème. D'abord, avant tout, il faut optimiser. Par la suite, on voit ici peut-être au niveau de l'équipe des ventes, parce que les ventes vont faire arriver les choses par la suite et souvent des informations privilégiées. Certains clients, par exemple ici, un client D, vous voyez qu'on avait parlé A, B et C, puis là, il y aurait un autre client qui serait peut-être représentatif d'un autre segment qu'on veut attaquer avec notre innovation. Mais là, on ne l'a pas, on voudrait aller chercher. Des fournisseurs, un centre de recherche. Fait que, bref, vous faites un choix, mais la règle du pouce, c'est à peu près 1/3. Mais commencez d'abord avant tout par les professionnels d'innovation. On voit que finalement, les fournisseurs au centre de recherche, fournisseur B, centre de recherche, c'est comment je peux passer d'un externe étendu et l'amener dans un externe rapproché. Comment je peux passer de fournisseur de services et l'amener comme un partenaire avec lequel qui va vouloir partager des risques avec moi et contribuer proactivement. Une question qui nous est souvent apportée, surtout dans les plus grandes organisations, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, j'ai des unités d'affaires qui font partie du même groupe ou de la même compagnie, mais qui ne sont pas dans mon unité d'affaires à moi. » Chose certaine, assurez-vous de les mettre dans votre écosystème interne. Je vois des fois qu'il y a des gens qui mettent des unités d'affaires dans les externes rapprochés ou dans les externes étendus. Ne faites pas ça. Parce que ça va être très mal perçu au sein de l'organisation qu'on constate des unités d'affaires dans la même organisation au sein de l'externe. Fait que vous voyez là, que j'ai mis mon unité d'affaires ici, là, puis je suis venu mettre mes professionnels d'innovation ici, et là, j'ai mis les autres unités d'affaires. Fait que petite parenthèse pour les gens qui sont dans cette dynamique. On continue pour la quantification. Fait qu'on a fait une évaluation qualitative. Là, on va faire une évaluation quantitative à partir de chiffres. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer les équivalents temps plein ou ce qu'on va parler en anglais des fois, les full-time equivalent, les FTE, fait que ETP en français. Fait qu'on va d'abord regarder les équivalents temps plein des professionnels de l'innovation. Je vous disais tout à l'heure, c'est le soleil qui fait tourner finalement les astres. Fait que j'ai un outil ici que vous pouvez reproduire si vous voulez sur Excel ou nous communiquer, on peut vous envoyer cet outil. Et que si vous regardez, il est fort simple. Fait que on va concentrer d'abord sur les professionnels d'innovation. Fait que on voit ici qu'on liste les différents professionnels d'innovation et il y a 2 colonnes. Et si on a ici, on voit c'est le fait que l'outil est en anglais là, dans ma démonstration, mais vous voyez que c'est les équivalents temps plein aujourd'hui. Fait que vous voyez que un équivalent temps plein, essentiellement, c'est sur une échelle de 1. 0 étant, je mets aucun temps, et 1, je suis à 100% de mon temps. Fait qu'on voit ici que les designers industriels de mon programme sont à 50%, celui-ci est à 75, 50, 50, 50, 50, 50. Fait que vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des couleurs oranges. Je sais que j'ai comme calibré mon outil pour que quand je suis entre 50 et 80, fait que 80 étant la limite, là, je suis considéré comme orange. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui est à 50% de son temps dans mon programme, ça veut dire qu'il consacre 50% de son temps sur d'autres responsabilités et ça crée quand même une compétition. Surtout si ces responsabilités sont de nature opérationnelle, je vais l'avoir à moitié de mon temps dans le programme, mais des fois, il va se faire interrompre. Puis, on sait, lorsque quelqu'un se fait interrompre en innovation et retourne dans un projet d'innovation, ça demande beaucoup plus de temps à réintégrer le projet d'innovation. Fait que finalement, avec les coupures que cette personne va avoir, même si sur sa feuille de temps, elle a mis 50% de son temps, et dans les faits, la valeur de sa contribution va peut-être être 35% ou 40%. Fait que dès que les gens ils sont moins concentrés, c'est toujours d'où l'orange, c'est toujours un petit signal d'alarme. Puis, et quand vous tombez en bas de 50% sur un programme, essentiellement, là, ça commence à être dans le rouge. Parce que, gardez en tête, un programme, c'est multiples projets qui vont dans la même direction. Ça veut dire que quelqu'un qui est à 30%, essentiellement, il faut voir que
peut-être qu'il y a 3 projets actifs et qui est à 10% chacun des projets, qui peut être problématique. Fait qu'on va chercher à vouloir optimiser. Fait qu'on va voir qu'on prend les 2 premiers dans ce cas-ci et on voit qu'on a réussi à avoir cette personne-là ici à temps plein pour un équivalent à temps plein, cette personne ici à 80%. Puis finalement, on est venu faire des petites modifications qui fait que c'est parce que qu'est-ce qu'on cherche à avoir ultimement, c'est le taux dédié qui soit le plus près possible de 80% pour l'équipe d'innovation. Fait qu'on voit ici qu'on est à 51% du taux dédié. Ça veut dire que 51% du temps est consacré au programme et 49% qui est sur autre chose. Et ça rend un peu problématique. Ça déresponsabilise, ça diminue l'imputabilité et ultimement, ça rend des fois non prédictif là, la livraison de certains de ces projets. On est toujours mieux d'avoir moins de monde, mais que les gens soient plus dédiés et quitte à venir consulter certaines personnes. Fait que comment qu'on peut être capable de prendre cette personne-ci de 50% à 100%, puis finalement transférer des responsabilités, celle-ci devient à 50 et part de 50 et à 0, bien essentiellement, c'est là qu'on peut se faire un petit plan d'action ici, et puis transférer des responsabilités, et puis... Fait que vous voyez là, les codes de couleur, j'expliquais tout à l'heure, là, quand on est en dessous de 80%, ben c'est vert et 50 à 80. Bon, ça c'est l'échelle que moi j'utilise. Vous pouvez utiliser une autre échelle, mais rappelez-vous que plus les gens sont dédiés, plus ils vont se sentir imputables, plus ils vont être performants et ultimement, là, il y a un impact aussi sur la satisfaction des employés parce qu'ils ont réellement l'impression qu'ils contribuent au programme. Fait que aussi, ce qu'on voit, les coûts d'un petit rappel ici pour certains qui ont déjà vu, les coûts d'un changement dans le temps. Fait qu'on voit là, plus on avance dans le développement, puis on essaie de faire un changement. Imaginez-vous là, que vous fabriquez un produit avec lequel il y a des moules, puis vous avez déjà commandé des moules, puis là, vous voulez faire un changement. Fait que là, ça demande de retourner le moule et faire des modifications. Versus ici, on est vraiment avec un concept ou un développement qui est encore numérique, avec un prototypage rapide. Et puis, fait que vous voyez finalement la vie. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi dans votre équipe, dans vos équipes, s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Et il arrive des fois qu'on va avoir des gens qui vont être peu impliqués, exemple au niveau des opérations au début, mais à un certain moment, ils pourraient être complètement dédiés. Fait que il n'est pas impossible que votre équipe change en cours de route en termes de taux de temps qui vont être consacrés. Mais ce que je vous rappelle, c'est éviter d'avoir trop de monde dans vos programmes. J'ai un petit visuel ici. Fait que imaginez-vous que vous êtes dans un canot et vous êtes 2, ben vous êtes capable de ramer très vite. Mais lorsque vous êtes encore 2, mais il y a plein de passagers à bord de votre canot, ben essentiellement, c'est du poids. Fait que les gens ont réellement là, appris au fil du temps d'identifier dans les équipes il est où le poids et de s'assurer d'éviter d'avoir du poids dans son bateau. Je donne un exemple. J'ai une équipe de développement ici, fait qu'on voit les équivalents à temps plein. J'ai Joe à 30% de son temps, Bob à 5%, Julie 5%, Peter à 1%, Debbie à 70%, j'ai Pamela à 60%, j'ai Sharon qui est à 10% et Eric qui est à 10% aussi. Fait que vous voyez que finalement, Debbie et Pamela, là, c'est eux qui consacrent le plus de temps. C'est un peu comme finalement les rameurs dans notre canot. Puis, ben, la problématique qu'il y a ici, c'est qu'il y a beaucoup de passagers à bord. Fait que, et ces passagers, ben, fait que finalement, peut-être qu'on devrait réviser le tout parce que c'est Debbie et Pamela vont consacrer énormément de temps à garder les gens au courant. Joe, c'est un expert. Fait que on peut pas l'avoir plus que 30% du temps. Et puis, fait que vous voyez, j'ai un 2 équivalent temps plein. La situation qui est proposée ici, qui était, ben Joe étant un expert, je peux pas l'avoir plus que 30% du temps, ben, je veux conserver Joe à 30% de son temps. Par la suite, les autres, je vais aller les consulter à l'occasion. Et débit permanent, ben, je vais les mettre à 0.9. 0.9 parce que certains vont dire, OK, ils ont une historique, ils ont une expertise et ils peuvent aider leurs collègues. Fait que les mettre à 1, c'est-à-dire 100% dédié, ben, chaque fois qu'il y aurait une interaction pour appuyer un collègue sur un ancien projet sur lequel on travaillait, ben là, finalement, on fait dérailler leur mesure de performance. Les gens vont avoir des formations. Fait qu'essentiellement, 0.9 étant comme une règle là, assez fréquente pour identifier quelqu'un qui est à temps plein. Fait que vous voyez, les autres sont consultés. Fait que
Vous voyez que je passe de 2 équivalents temps plein à 2,1 équivalents temps plein. Fait que finalement, pour l'organisation, c'est le même coût. Et je me retrouve à avoir un débit puis Pamela qui, chaque matin, lorsqu'elle se lève pour aller travailler, ben essentiellement, savent qu'ils sont concentrés sur le programme et vont extrêmement motivés à le faire arriver. Fait que finalement, je me retrouve d'une équipe avec lesquelles que j'avais tout près de 8 personnes avec lesquelles je me retrouve dans les faits avec une équipe de 3. Avec Debbie, Pamela et Joe comme experts. Et là, comment je peux optimiser Joe? Ben, parce qu'il est à 0,3, qu'est-ce que 0,3 veut dire? Ça veut dire 1,5 jours par semaine. Fait qu'essentiellement, permettez-moi réellement de choisir la journée avec lesquelles qui va être... Fait qu'essentiellement, ce que je pourrais faire, c'est d'avoir Joe à raison de... je pourrais l'avoir les mercredis toute la journée et les vendredis matins. Fait que le mercredi, lorsque Joe serait avec nous, ben, il serait dédié à ce moment-là. Fait que même si on n'est pas capable de dédier quelqu'un à 100%, mais on peut le dédier à un certain moment dans la semaine qui va faire qu'il va devenir beaucoup plus performant et il va savoir réserver son agenda pour être là tous les mercredis avec l'équipe. On peut aussi optimiser son écosystème étendu. Et puis, en fait, le défi que j'ai pour vous, c'est que dans votre programme d'innovation, d'avoir 50% ou plus qui vient de l'externe, qui fait que vous allez être capable de prétendre qu'un équivalent temps plein dans votre programme en fait travailler un autre équivalent temps plein à l'externe. D'autant plus, on fait travailler des clients, des fournisseurs, on fait des gens qui vont probablement pas nous facturer parce qu'essentiellement, ils vont profiter finalement des résultats. Évidemment, si vous faites avec un centre de recherche ou autre, il va falloir les rémunérer. Fait que c'est vraiment le défi d'avoir l'écosystème aussi qui est connecté avec l'externe et de profiter de leur capacité à 50%. Et fait que si on prend un expert finalement en la matière, là, fortement reconnu, Gary Hamel, qui dit que si vous voulez voir le futur et d'apprendre, il faut vraiment regarder en dehors de votre secteur d'activité. Certains diront que la grande majorité des innovations viennent d'un secteur d'activité autre que le vôtre, et votre défi est d'amener ça dans votre secteur d'activité, notamment dans l'innovation des modèles d'affaires ou de l'expérience client, par exemple. Les inspirations proviennent de d'autres secteurs. Fait que voilà ce que j'avais pour l'optimisation, en fait, de l'écosystème de votre programme, qui est réellement l'opportunité d'y aller de façon plus ciblée que de regarder l'écosystème de l'ensemble de votre organisation au niveau de l'innovation. Quand on est au niveau programme, on peut concentrer les efforts, et ce qui est intéressant, c'est que cette optimisation va servir pendant plusieurs années. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. If you haven't already done so, you can get your hands on our popular 60-page visual guidebook for free. Click the link in the description below. Don't hesitate to watch the next video to learn even more about innovation management practices.